conférencier est tout simplement le président de l'association OVNI Languedoc, M. Thierry Gaulin. Il est auteur et ufologue depuis déjà pas mal d'années. Il a choisi d'aborder un dossier espagnol controversé qui est une rencontre en plein ciel avec des ovnis. Nous l'écoutons. Bon, en 1979, le 11 novembre, il s'est passé quelque chose en Espagne. Une rencontre assez bizarre entre des avions et des ovnis. Alors, histoire de se situer un petit peu. Nous, on est là. Valence, c'est là. Et Manissès, c'est là où il y a le petit point. C'est l'aéroport, en fait, de Valence, aéroport civil, militaire. C'est pas très loin. Je me suis basé pour la préparation. Oui, ça y est, ça commence mal, je vous ai menti tout à l'heure. J'ai préparé. Donc, je me suis basé sur les archives de l'armée. En 1994, l'armée a déclassifié des tas et des tas de dossiers, dont à peu près, je ne sais pas, j'ai un retour dans mes oreilles ici, c'est normal? Ouais. Je me suis basé sur les archives de l'armée espagnole. Je parle trop fort. J'éloigne. C'est mieux comme ça? Oui, moi c'est mieux. Vous aussi? Bon, allez, on repart. Donc, je me suis basé sur les archives de l'armée de l'air espagnole. Tout en espagnol, 160 pages à peu près, d'un dossier relativement complet, je dirais, parce qu'il y a des archives espagnoles ou de l'armée française d'ailleurs aussi, qui sont assez incomplets. Là, ils ont fait un travail sérieux, qui m'a servi de base pour cet exposé, sachant qu'il y a d'autres sources aussi. Il y a des sources internet. Vous trouverez 3-4 sites internet en espagnol qui parlent du cas d'Anices, mais je ne m'en suis pas servi, pratiquement pas en tout cas, pour préparer cet exposé. J'ai considéré que c'était peu fiable, parce que les informations qu'il donnait n'étaient pas recoupées souvent par d'autres informations. Je me suis servi aussi ponctuellement d'un livre qui a été publié il y a 40 ans par M. Benitez, en espagnol. Et par contre, il y a une dernière source que je n'ai pas pu utiliser parce que je n'ai pas pu me la procurer. C'est un livre très récent, relativement récent, de M. Pérez, qui est un espagnol aussi. Donc voilà pour les sources. Conditions climatiques en 1979. On a un anticyclone au-dessus de la région de Valence. Donc un ciel très clair, très dégagé, extraordinairement limpide. Une très très bonne visibilité. Le 11 novembre, à 20h27 Zoulou, c'est là que tout commence. Alors les horaires, je ne vais pas répéter Zoulou à chaque fois. Les horaires, ce sera toujours l'heure Zoulou, c'est-à-dire que pour avoir la véritable heure, vous rajoutez une heure. Si je vous dis 20h27, donc en réalité, l'heure à la montre qu'on a, c'est 21h27. Je me base toujours sur le rapport de l'armée. Donc la première chose à 20h27, c'est qu'on a une émission qui est captée par plusieurs radios, notamment les radios de l'armée de l'air et la radio de la tour de contrôle de Valence. Et cette émission radio, qui est sur la fréquence 121.5, répète la même sonnerie. Ça ressemble un petit peu à une sonnerie d'alarme, un appel d'urgence, entre guillemets. Ça monte dans les aigus, ça redescend, ça monte dans les aigus, ça redescend. C'est quelque chose qui intrigue la tour de contrôle de Valence. Et, oui. Excusez-moi Thierry, la fréquence, c'est en kilohertz, en mégahertz? En kilohertz. Et la tour de contrôle de Valence fait un petit peu le point sur les avions qui sont en vol. Tous sont là, il n'y en a aucun qui semble en difficulté, ils en choisissent un. Celui-ci, un vol de la TAE, c'est la compagnie des transports aériens équatoriens, qui est à proximité, le vol JK 297, et qui relie, donc vous voyez, il vient de Salzbourg, en Autriche, il va vers Tenerife, dans les Canaries, et il a une escale prévue à Palme. Donc il contacte cet avion et lui demande, est-ce que vous aussi, vous captez sur la fréquence de 121.5, est-ce que vous captez le message, un message non identifié? Le pilote, Javier Lerdo de Terra, il lui répond que oui, il n'y a pas de souci. Je ne vous ai pas dit, on va faire un peu d'espagnol. Vous avez fait de l'anglais tout à l'heure, jusqu'à présent. Là, on va faire de l'espagnol. Le pilote lui
confirme, oui, nous aussi, on s'est mis sur la fréquence que vous nous avez indiquée, nous aussi, on a un message qui ressemble au CRN. On ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas l'identifier non plus. Bon. À 22h05, le même vol de la TE, des Équatoriens, demande à la tour de contrôle de confirmer la présence d'un trafic d'un avion à proximité, environ 4 ou 5 000. Vous multipliez par 1750, 1800, et vous avez la distance, c'est-à-dire quelques kilomètres, 7-8 kilomètres. La tour sur la gauche, la tour répond que non, il n'y a aucun trafic signalé. Et pourtant, le copilote, observe des points lumineux se déplaçant en parallèle, derrière, un petit peu en arrière, sur leur gauche, et qui les suit. Alors le pilote de la caravelle estime qu'au début, ils sont à peu près à ces 10 heures. Ce sont 2 lumières rouges fixes, intenses. Bon, si vous connaissez un petit peu l'aéronautique, vous savez que les avions, ils ont des points lumineux aussi, ils ont des lumières, mais quelle couleur? Rouge et vert, effectivement. Donc là, apparemment, c'est un avion. Donc il redemande à la tour de contrôle, on lui reconfirme qu'il n'y a rien du tout. Et puis la distance estimée va se rapprocher petit à petit. Le pilote de la TE estime que les points lumineux arrivent à 2 km, 1 km, et puis 700-800 mètres environ. Et à aucun moment il ne voit d'avion, de carmel, juste les points lumineux. À 22h08, les points sont toujours là, mais ils sont de plus en plus proches. Barcelone a appelé la tour de Valence, a appelé Barcelone, Palma, etc. Tout le monde est parti en réseau, là on est en train de chercher ce qu'ils volent. Rien. Aucun trafic signalé. Si on regarde un petit peu, on va avancer un petit peu dans le temps. Les militaires vont faire une enquête. Et comme ça se passe en Espagne, il y a un juge instructeur qui est nommé. C'est le capitaine de l'armée de l'air à ce moment-là qui est nommé pour enquêter sur le sujet. Il va se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas que l'équipage qui a vu les points lumineux. Il y a aussi des passagers. Et il le mettra dans son rapport. Alors, pas beaucoup de passagers. 2 passagers ont vu des points lumineux sur le côté gauche. Bon, le commandant qui s'inquiète, imaginez, il est en vol, il a à 800 mètres environ des points lumineux, possiblement une collision, on n'en sait rien. Il décide de changer d'altitude. Sans demander l'autorisation, il va augmenter l'angle d'ascension, histoire de se dégager. À ce moment-là, les lumières accélèrent et montent encore plus vite que lui. Au lieu d'être un petit peu derrière, elles étaient à 10 heures à un moment donné, elles vont encore accélérer, elles vont passer encore plus devant. Là, le commandant annonce qu'il dévie le cap. Il fait route sur Valence. Que font les lumières? Elles vont me suivre. Alors la tour de contrôle lui demande si le pilote est d'accord pour qu'on prévienne l'armée de l'air espagnole. Alors là, le pilote répond tout de suite oui. L'avion, il ne se sent pas en sécurité, l'avion pour lui est potentiellement menacé. Alors, on va prévenir la tour de contrôle, l'armée de l'air. Ils ont un radar militaire à Madrid, dans la région de Madrid, qui va se mettre en marche. Enfin, qui est en marche, donc qui va viser plus particulièrement cette région. Barcelone active aussi leur radar primaire. Alors, en secondaire, on capte le transpondeur. En primaire, on émet. S'il y a un écho, on reçoit l'écho, potentiellement. Avec les avions d'aujourd'hui, il y a des appareils furtifs qui pourraient ne pas renvoyer d'écho ou très faible écho. En 1979, on n'est pas encore là. À 22h22, le commandant de bord annonce qu'il veut se poser à Manises, l'aéroport de Valence, parce que les lumières sont toujours là. En attendant, le radar de Barcelone et le radar Pégase de Madrid, eux, n'ont rien vu du tout. À 22h12, les bases de l'armée de l'air, la défense aérienne, sont mises en alerte. Il faut savoir qu'il y a une base à proximité, à Manises d'ailleurs, il y a une base qui est équipée de F4 des Fantômes. Elle est mise en état d'alerte. 22h25, les lumières perdent de l'altitude.
22h16, on change de tour de contrôle. 22h24, l'équipage n'observe plus les lumières. Le signal qui était émis sur 121.5, je crois, j'ai oublié déjà, ne se fait plus entendre. Et 22h29, le radar militaire Pégase signale enfin un contact non identifié à 9000 pieds, environ 2700 mètres, de la caravelle. Et finalement, le vol de la TAE se pose à 22h45. Alors, il aurait pu se poser avant, au moins 20 minutes avant, mais il était plein de carburant. Alors le pilote a fait un petit tour en larguant le carburant pour arriver à un seuil moins dangereux pour se poser. Jusque-là, ça va. Un vol civil, un radar militaire, un petit écho, des civils effrayés. Alors, mis au courant de l'incident, le personnel de l'aéroport va sortir. Quand je dis le personnel, ça va du technicien de surface à l'aiguilleur du ciel, en passant par le capitaine de l'armée qui prenait le café. Tout le monde sort. Et qu'est-ce qu'ils observent? Des lumières scintillantes avec du vert, du rouge, du blanc. Il y a une lumière rouge et verte au-dessus de l'aéroport, ils envoient une autre blanche au-dessus du port, je crois, de Valence, ouais. Et une troisième rouge et verte en direction de Sagotte. Donc en fait, il y a plus que ce que disait le pilote. Deux contrôleurs de l'aéroport assurent à ce moment-là avoir vu aux jumelles des feux de navigation semblables à ceux de navions en réaction et s'éloignant vers le sud. Alors vous ne le savez pas encore, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a un Mirage F1 qui a décollé entre-temps. L'ennui, c'est que, grosso modo, par rapport à Manissès, quand on regarde là où les contrôleurs regardent, c'est vers le sud, et l'avion est à des dizaines de kilomètres au nord-ouest. Donc ce qui est établi de façon certaine, c'est que ce trafic supposé ne peut pas être le TAE puisqu'il est au sol, ça ne peut pas être le F1 non plus puisqu'il est au nord. Et comme tout à l'heure, problème, il n'y a personne d'autre dans les airs. Alors voilà un Mirage F1. Il a décollé d'où? Vous n'avez pas suivi? Ouais, laquelle? Manissès? Ben non, pas Manissès, j'ai dit qu'il y avait des F4. Des Phantoms. Des avions des États-Unis. Alors ils sont allés, non, Albacete, ils sont allés le chercher à la base d'Albacete. Pourquoi? La question se pose. Ils ont des F4 juste en dessous des ovnis et ils vont chercher, il faut décoller un F1 à 164 km plus au sud. C'est l'administration. Ouais. C'est pas faux. Alors, justement, Benitez, qui va être sur le terrain dès le lendemain, va obtenir une réponse de l'administration. Il lui a répondu que le F1 est plus rapide que le F4. Le Mirage est plus rapide que le Phantom. Alors, par curiosité, j'ai regardé. Les performances affichées donnent raison à cette déclaration. 35 km/h de plus. Hein, voilà. Ils font tous les deux Mach 2, de toute façon. Mais l'un arrive à 2338 km/h et le Phantom 35 de moins, officiellement. Donc l'excuse affichée par l'armée de l'air a l'air plutôt fragile, on va dire. Alors, deuxième raison qu'ils ont invoquée, les projecteurs du F1 sont plus puissants que les projecteurs du F4. Bon, ok, c'est ce qu'ils disent. Et troisième raison, le F1 est plus maniable. Bon, ça, je vais bien croire, effectivement. Donc, mission de ce F1, avec le capitaine Fernando Camara aux commandes, vérifier si il y a un intrus dans le ciel espagnol, effectivement, le cas échéant, l'identifier. À aucun moment dans cette histoire, ils n'ont envisagé de tirer sur quoi que ce soit. L'armée de l'air espagnole n'a pas envisagé de tirer, mais le F1 était armé quand même. Alors
remarqué que le capitaine espagnol décolle, il va être en but au même souci que le vol de la TAE, c'est-à-dire qu'il y a des émissions radio qui brouillent sa radio. Des interférences radio sur 121.5, mais elles sont perçues par intermittence, pas en continu. Alors le pilote, Camara, il connaît ces interférences. Elles sont perçues surtout, parce qu'il va faire pas mal de navigation avec des zigzags, etc. Il va les percevoir toujours, surtout dans le secteur Sagonte, Valence, Columbretes. Mais il faut savoir aussi qu'il va aller vers Calamocha, il va aller vers le sud, etc. Et là, pratiquement pas d'interférence. Juste dans ce secteur. Alors je l'ai dit qu'il avait déjà entendu des interférences semblables. C'est quoi ça? Elle n'est pas difficile celle-là. Ouais, c'est un porte-avions. Alors vous le connaissez? C'est le Nimitz. Il est célèbre le Nimitz en dehors des films. Dans les années 80, en fait, il a dirigé une opération qui s'est fort mal passée. C'était celle de l'ambassade de Téhéran. L'opération a été dirigée depuis le Nimitz en Méditerranée. L'opération Eagle Claw, si je me souviens bien. Serre d'Aigle. Et le Nimitz était en fait pas très loin de Valence, quelques semaines avant. Ils ont fait des opérations conjointes avec l'armée de l'air espagnole. Et les appareils du Nimitz, lors de l'exercice Trisex 79, ont utilisé des interférences radio, alors pas sur cette fréquence, mais des interférences radio qui ressemblent fort à celles que le pilote de la TE, puis le pilote du FE entendent. Bon, alors évidemment, là, tout bon enquêteur, qu'est-ce qu'il fait? À commencer par l'armée de l'air espagnole, on contacte le Nimitz. C'est mon problème, le Nimitz répond clairement et par écrit. Je ne le lirai pas parce qu'après avoir entendu James, je vais zapper la lecture en anglais. Excusez-moi, j'aurais trop honte. Je vais aller direct à la traduction. La Navy est hors de cause. Ils ont une réponse écrite formelle de la Navy. Ce n'est pas nous. Le Nimitz, il est loin parti vers l'est parce que, comme je vous disais, il y a des problèmes qui se préparent du côté de l'est de la Méditerranée. Toute sa flotte est partie avec lui, sauf un bateau. Qui est... j'ai oublié son nom, sauf un porte-hélicoptère. Moi, je retrouverai le nom plus tard, je vous le dirai. Toute la flotte, excepté un porte-hélicoptère, sont partis vers l'est de la Méditerranée. Donc, la Navy est mise hors de cause par l'armée de l'air espagnole. Les interférences ressemblent à celles de la Navy, qu'elle crée, mais la Navy n'est pas là. Oui. Ouais. Donc, à ce moment-là, le capitaine Fernando Camara repère des lumières. Elles lui paraissent très éloignées dans le ciel, mais comme je vous disais, il y a un anticyclone, l'air est extraordinairement limpide. Il repère des lumières, il active son radar, pas plus que pour Pégase, rien du tout. Le ciel reste vide, à part ces lumières lointaines. Il contacte Pégase qui lui dit d'abandonner entre guillemets ses lumières pour se diriger vers Valence, parce que n'oubliez pas, on a toujours les gars de l'aéroport de Valence qui sont sortis, et ils sont toujours dehors en train de dire il y a une lumière rouge et verte au-dessus, il y en a une blanche et verte ou rouge et blanche, je ne sais plus, au-dessus du port, et ainsi de suite. Alors le capitaine Camara fonce vers Valence. Il observe effectivement des lumières à la verticale de la ville, il dit que ça pourrait être un avion, mais il ne voit pas l'avion, il voit que les lumières rouges et vertes. Comme je vous disais, le ciel est vide. Officiellement, à ce moment-là, il n'y a plus un avion en l'air dans l'est de l'Espagne. Les vols civils ont été appelés à se dérouter ou à se poser. Des vols militaires, il n'y en a que, le Mirage F1. Qu'est-ce que c'est ces trucs qu'ils voient ? Pégase confirme au pilote que depuis le sol, on continue de voir les lumières,
les écrans radars restent vides, alors que le F1, là, il arrive à Valence. Il devrait avoir un contact. Rien. Et puis Pégase confère un contact radar, immobile et observé depuis le sol à 8000 pieds, 2400 mètres d'altitude. Le pilote continue à chercher. Un autre objet apparaît dans le ciel de Sagonte. Le capitaine Gamara, qui court après, si vous m'avez suivi, pas grand-chose, jusqu'à présent, il voit des choses, mais il ne les rattrape jamais, demande s'il faut qu'il aille vers Sagonte. Pégase lui répond, est-ce que vous vous rapprochez des lumières de Valence? Le capitaine n'en sait rien. Il les voit, elles sont bien là, elles sont importantes, elles sont puissantes, mais il ne sait pas, il ne peut pas se prononcer. Bon, alors, Sagonte. L'ennui, c'est que... Voilà. Donc, on continue un petit peu on a tourné autour de Valence, et puis, bon, vous avez compris, à l'arrivée, on va aller vers Sagonte. Donc, la carte, je l'ai remise en petit dessous, là, vous allez voir. Sagonte, c'est au nord, et est reparti vers le nord. À nouveau, une paire de lumières semblable à ce qu'il voyait tout à l'heure, mais cette fois-ci plus au-dessus de la mer. C'est-à-dire qu'on dit que le secteur de Sagonte, en fait, les lumières étaient probablement dans ce secteur-là. Le secteur de Sagonte met sur l'eau. Et tout d'un coup, c'est pas le radar du F1 qui touche quelque chose, c'est le F1 qui est illuminé par un radar d'origine inconnue, et qui n'est pas Pégase. Il le sait parce qu'ils ont des détecteurs, ils ont des signaux d'alarme. Donc, si vous voulez, les détecteurs qui sont à gauche et en face du F1 sont touchés par une émission radar. Pégase annonce dans la foulée qu'il a aussi quelque chose dans le secteur de Sagonte. Donc, potentiellement, ça peut être aussi un avion qui est né et qui vient d'être touché par le radar Pégase, pourquoi pas. Sauf que tout d'un coup, le F1 est illuminé par des impulsions radar de tous les côtés. C'est plus seulement de face, c'est sur la gauche, c'est partout. En haut, en bas, à droite, de face, derrière, partout. Illuminé, ça veut dire qu'il y a la lumière dessus? Non, pardon, oui, illuminé, c'est le radar. C'est-à-dire qu'il ramasse des échos-radars venus de toutes les directions. Et lui, il est toujours là, il ne voit rien, visuellement. Et le radar du F1 et celui de Pégase ne voit toujours rien. Alors oui, demande ce qu'il faut faire à Pégase. Pégase, je vous rappelle, c'est le commandement militaire qui avait basé le contrôle radar de l'armée. Et Pégase lui répond simplement stupéfiant, quoi. Assombroso, c'est stupéfiant. Il lui répond que ça, ils n'ont pas de solution. Ça vient un petit peu vite. ¿Vous parlez español? En la radio me empezó a entrar una señal, es un pero digo, mira, yo creo que se está recibiendo una baliza de emergencia. Pero al mismo tiempo que estaba en emergencia se decía en la radio que entonces en un detector de amenaza radar que llevan los aviones estos, me indicaba que me estaba iluminando una señal electromagnética, una señal rara. Tenía para decir que si lo que se estaba iluminando era un misil o un radar de onda continua, que normalmente que detrás de ese radar se va un misil. Donc en fait, là, c'est une interview qu'il a faite pour la radio espagnole un petit peu plus tard. Ce ne sont pas des images qui datent de cet événement, ce sont d'autres images. Et en gros, il retraçait un petit peu ce qu'il avait vécu. Vous avez entendu le wou, c'était sa reproduction du signal d'interférence qu'il recevait. Et puis sur la ferme, il raconte qu'à un moment donné, il ne sait pas comment, son avion est illuminé par un radar de tous les côtés, ou par des radars, et que son signal, son détecteur d'approche missile, entre guillemets, son détecteur de radar missile, ce que l'armée de l'air utilise avant de tirer les missiles, celui qui accroche l'appareil ennemi, et bien, c'est activé. Pour lui, son appareil était en danger et il allait se prendre un missile dans la foulée. Hein? Donc ça, c'est le capitaine qui le raconte. Non, je ne pense pas qu'il devait beaucoup rigoler à ce moment-là.
Bon, seulement il n'y a toujours rien. Les radars s'interrompent. À nouveau, les interférences s'interrompent. Et puis, il décide de faire demi-tour, puisqu'il ne trouve rien. On signale toujours des points lumineux au-dessus de Valence. Il part sur Valence. Donc il redescend vers le sud. Et rien. À un moment donné, sur un site internet, je vous le livre pour creuser, ça n'apparaît ni dans les archives de l'armée espagnole, ni dans le bouquin de Benitez. Sur un site, on déclare que le pilote, à un moment donné, aurait déclaré justement dans ce vol qui le ramène vers Valence, avoir vu une forme de cône dans le ciel, de cône tronqué qui changeait de couleur. J'ai rien vu ailleurs, je vous le cite au passage. Arrivé sur Valence, on reproduit la même démarche, il n'y a toujours rien. Les gens au sol voient des points lumineux, les gens téléphonent à la police, à la garde civile, à l'armée. Il y a des militaires qui voient, mais le pilote ne voit rien, alors on lui dit de partir sur Albacete, de rentrer à la base. Et à ce moment-là, il est de nouveau accroché par un radar, sur la droite et en queue. Pégase n'a toujours rien sur ses écrans. Et lorsqu'il rentre à Los Llanos, à la base d'Albacete, il a fait 1h30 de poursuite. Il a pratiquement vidé son carburant. Il a poussé son avion pas jusqu'à son maximum, il allait jusqu'à Mach 1,4, 1400 km/h et les poussières. Pour rien. Pour rien. Bon, mais ça s'arrête pas là. Loin de là. Il y a un grand nombre de témoins qui a été auditionnés par l'armée de l'air. Vous avez par exemple le pilote et le copilote de l'ATAE. Le pilote avait 14 ans d'expérience en tant que commandant de bord, que pilote et commandant de bord. Le copilote avait 9 ans d'expérience. On leur a dit, mais est-ce que vous avez vu, c'était quoi? C'était un reflet, non, de votre cockpit? Ils ont dit, non, mais attendez, on n'est quand même pas fou, c'est ce qu'on voit. Et puis le reflet dans le cockpit, qu'un cockpit ça va un moment, mais les passagers ils ont le reflet du cockpit aussi. Il y a un problème. Il faut savoir que le colonel de la base de Manissès, le lendemain, il était dans le bureau du directeur de l'aéroport de Manissès, côté civil aussi, pour lui expliquer que officiellement personne n'avait rien vu. Bon, apparemment ça a été la première démarche de l'armée espagnole. Bon, qui c'est qui a parlé aussi? Un lieutenant-colonel de 31 ans, de l'armée de l'air aussi, qui circulait sur la route de Valence à Madrid, qui, à un moment donné, a vu les points dans le ciel et il s'est arrêté, il s'est dit c'est quoi ce bazar? Et qui a fait son rapport une fois rentré à la base. Un ingénieur en aéronautique de l'aéroport de Valence aussi. Un capitaine de l'armée de l'air, des contrôleurs aériens civils et militaires. Bref. Même en mécanicien, je crois qu'on en reparlera tout à l'heure. Tous ont observé des lumières qui n'ont pu s'expliquer. Tous ont témoigné devant l'armée de l'air, puisque c'était elle qui avait le dossier en charge. Alors, ensuite, on va se concentrer un petit peu sur le rapport du juge instructeur, c'est-à-dire les conclusions de l'armée finalement. Il a repris les différents points, les différents témoignages. Il a rencontré plusieurs des témoins. Il a étudié les documents disponibles. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il est nécessaire de considérer que l'hypothèse qu'il y avait effectivement un vaisseau dans le genre, ça peut être un appareil aussi, un avion, de provenance inconnue dans le ciel espagnol et qui émettait de l'énergie, cette probabilité, cette possibilité, elle existe. Elle existe pour lui. Il y a probablement eu quelque chose. Et il va même dire que c'est planter à la nécessité, ça veut dire qu'il est nécessaire d'envisager que c'était là, étant donné tous les rapports qu'il a devant lui, sur son bureau. Donc il s'agit bien finalement d'un ovni, puisque à ce moment-là, on ne sait pas ce que c'est. Alors, je vais vous dévoiler la suite, on ne sait toujours pas.
Donc s'il y en a qui sont intéressés, s'ils veulent se procurer le dossier, c'est toujours possible. Hein. Vous prenez la page 101 et vous verrez les commentaires qu'ils ont avec la citation, ça vaut le détour. Toutefois, les éléments qu'il a en sa possession ne lui permettent pas de conclure. Il ne va pas dire c'est un vaisseau extraterrestre, c'est un avion de je ne sais où, mais il écarte des hypothèses et il va en formuler d'autres. Ce qu'il est sûr, ce qu'il peut dire de façon catégorique, c'est que les radars de l'armée de l'air espagnole ont effectivement détecté plusieurs objets dans le ciel à proximité de la caravelle de la Terre. Ça, c'est sûr. À un moment où, officiellement, aucun autre vol dans le secteur n'était signalé. Aucun autre vol légal, en tout cas. Ça, c'est sûr. Il y a eu quelque chose. Il va émettre des explications possibles. Alors, en ce qui concerne le vol de la Terre, le JK 297, bon, il va écarter très vite l'histoire du cockpit, hein, les reflets de la lumière du cockpit. Par contre, il envisage des reflets de lumière, de navigation de la caravelle dans les cristaux de glace. Vous savez que parfois, dans le ciel, la température descend dessous de zéro, il y a des cristaux de glace qui se forment. Ça donne par exemple les Parelli ou Antelli, etc. Donc, il envisage que dans le ciel de Valence, à ce moment-là, il y a eu une formation de nuages de cristaux de glace et que les feux de navigation de la caravelle aient été reflétés par ces cristaux de glace. Il envisage une confusion avec une étoile ou planète. Alors techniquement, il faudrait dire avec plusieurs étoiles ou planètes, parce que le FR, il va aller les poursuivre dans le nord, dans l'est, dans le sud, un petit peu partout. Hein. Voilà, il devait y avoir beaucoup de confusion. Il envisage aussi un autre avion de provenance inconnue. Bon, avec le recul, un avion invisible au radar en 1979, on n'en connaît toujours pas. Donc, il envisage aussi plusieurs trafics non enregistrés, c'est-à-dire plusieurs avions invisibles au radar quasiment, et agissant de façon illégale, sans émetteur, transpondeur, sans rien. Bon, comme il est quand même lucide sur ce qu'il raconte, au fur et à mesure, et c'est ça qui est assez sympathique dans ce dossier, au fur et à mesure qu'il émet les hypothèses, il les descend parce que les unes après les autres, aussi dans la deuxième partie de son rapport. Par exemple, pour les cristaux de glace, il finit par conclure que les points lumineux observés sont trop grands et que leur vitesse qui était différente de celle de l'avion ne correspond pas, c'est pas possible. Il y a un souci, ça peut pas être ça. Pour les avions, à l'époque, en Espagne, on considère que seuls les États-Unis auraient peut-être pu avoir des avions furtifs, mais il y a un papier dans les archives qui est disponible, signé par l'armée de l'air des États-Unis. Non, c'est signé par le commandant de l'armée de l'air, enfin je ne sais plus, des États-Unis, qui dit qu'il n'y avait aucun avion des États-Unis en vol. Bon bref, il démonte toutes les hypothèses quasiment, sauf une, la confusion avec une planète. Parce que là, il dit, je n'ai pas les compétences nécessaires pour trancher, mais toutes les autres hypothèses qu'il a émises sont démontées. Alors je voudrais revenir un petit peu sur cette histoire de porte-hélicoptère de la 6e flotte, qui était le Iwo Jima, ça y est, j'y suis, qui s'appelait le Iwo Jima et qui était dans la zone. Un porte-hélicoptère n'a pas d'avion. Bon, ça, on est d'accord. Ouais, je sais, je préfère enfoncer les portes ouvertes. Je vous allez voir pourquoi. Il a des hélicoptères. Et un hélicoptère, ça va beaucoup plus lentement qu'un F1. Donc on a un F1 qui aurait couru après des hélicoptères pendant 1h30, ça en a rattrapé un seul. Et en plus des hélicoptères que les radars militaires ne voient pas. Bon, je ne suis même pas sûr que ça existe encore aujourd'hui, alors en 79, bon, je pense qu'il n'y en a pas. Il y en a eu un qui était le H, je ne sais plus quoi, Comanche, qui succédait en théorie au H-64 Apache, qui était furtif normalement, mais dans le projet était trop coûteux, il a été abandonné.
commentaires savoureux aussi que je vous livre pas mot pour mot. Mais certains hauts gradés de l'armée lui ont suggéré de parler de suggestion collective. Ça l'a bien fait rire. Alors tout à l'heure, quand je parlais d'un mécanicien, c'est vrai, j'avais oublié que je l'avais mis un petit peu plus loin. Il y a un mécanicien de chez Renault qui... ils ont des garages là-bas. Qui a pu prendre 2 photos, ça, à ce moment-là, dans le ciel. 2 photos, la nuit du 11 novembre, donc, de deux lumières orangées, en mouvement lent, puis rapide. Ce sont les seules photos qui se trouvent dans les archives de l'armée de l'air. Le F1 a essayé d'enclencher sa caméra aussi, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, je vous en livre une des 2. Vous risquez d'être déçus. Et l'autre n'est pas mieux. On voit rien. On ne sait pas ce que c'est, je ne sais même pas dans quel sens c'est. Bref. Alors lui, il a décrit que les points lumineux disparaissaient derrière la cordillère. Il les a vus disparaître. C'est un des rares. Parce que les témoins qui sont sortis sur l'aéroport, les aiguilleurs de l'armée civile ou de l'armée de l'air, etc., bon, ils ne sont pas restés là très très longtemps. Parce que si vous imaginez bien que l'aiguilleur n'est pas derrière son écran, même si normalement les avions sont censés ne pas être dans le secteur, il peut y avoir problème. Donc ils ne sont pas restés longtemps. La plupart sont restés là 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, puis ils sont rentrés. Donc quasiment personne n'a vu disparaître les points lumineux. Lui, il les a vus se déplacer puis disparaître derrière la cordillère à côté de Madrid. Et ça ne s'arrête pas là. Alors, en fait, les observations vont continuer à plusieurs dates du mois de novembre. Et la chasse espagnole va être amenée à sortir le 17, le 12, j'ai oublié le 12, le lendemain, le 17 et le 28. Parce que, de nouveau, des lumières sont observées, des radars illuminent de nouveau des appareils en l'air, notamment un autre Mirage F1, il devait bien aimer les mirages, puisque les fantômes restent au sol. Un autre Mirage F1, donc le 12 et le 28, sont illuminés par des radars inconnus. Le 28, je crois, il n'y a plus d'interférence radio. Ouais. Dès le 12 au soir, il n'y a plus d'interférence radio. Par contre, le 17, on a une nouveauté. Alors qu'ils sont sur la fréquence militaire, le pilote du F1, qui n'est plus monsieur le capitaine Camara, le pilote du F1 entend des voix qui n'ont rien de militaire et qui demandent « Hola, comment estás? Hola, hola ». Et ce sont des voix d'enfants. Ce sont des voix d'enfants sur la fréquence militaire. Je vais vous remettre un petit coup d'espagnol. Pues cuando escucho las voces estas, Las voces de niños. de los niños y eso, y además es que el caso este, como él se acordaba del caso de la semana anterior, el mío dice, o sea, a mí no me lo meten en la radio, él apagó las radios, no ya cambió canales, sino apagó las radios y lo seguía viendo. También sin las radios apagadas. Entonces, los casos además... Me quiere decir, Fernando, con las radios apagadas, lo comenta el informe, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, dentro de la cabina, voces de niños, un piloto del Ejército del Aire. Además, esas voces creo que hicieron en un avión de Iberia que volaba por la zona de Mallorca, dio parte de que había escuchado también las voces esas. Se habían metido también ahí en su radio. Donc en plus du F1 et de l'armée de l'air, ils ont demandé à un pilote, un équipage d'Air Iberia de se connecter. Et eux aussi ont entendu les voix. Alors, au cas où vous vous poseriez la question, est-ce que ça c'est dans les archives de l'armée de l'air espagnole? Oui. Noir sur blanc et certifié authentique. Après, j'en sais pas plus, eux non plus. Mais c'est bizarre. Alors, je ne sais pas si vous avez compris dans ce qu'il disait, parce que le son a été moins bon, ce coup-ci, je ne sais pas pourquoi. Puis il a un peu mâchouillé les mots. Mais à un moment donné, il dit que le pilote du F1 a coupé sa radio. Et les voix, elles ont continué à parler. Bizarre.
Alors évidemment, comme tout ce qui se passe dans le secteur, ça a intéressé l'armée de l'air française. Dès le mois de décembre, il y a une demande pour que soient communiquées toutes les conclusions relatives à ces rencontres, entre guillemets, ainsi que tous les éléments possibles, c'est-à-dire les comptes rendus des pilotes, les enregistrements audio, visuels, s'il y en a, etc. Et ils ont précisé à l'armée de l'air, tout ça, bien évidemment, il n'y a qu'un objectif, c'est la transmission au CNES. Puisque depuis 2 ans, il existait le premier GEPAN, sans le de l'information. Donc l'armée de l'air française demande à ce que lui soient communiquées toutes les informations et tous les éléments du dossier. La réponse est claire. La demande est rejetée du fait de la classification des dossiers OVNI en Espagne. Et effectivement, en Espagne, comme dans beaucoup de pays, tout ce qui est classé OVNI, en fait, est classé en termes de secret défense. On ne communique pas dessus. C'est réglé, effectivement. C'est réglé. Alors, il va y avoir des enquêtes qui vont suivre. Je vous ai dit celle de Benitez, qui, dès le lendemain, est à l'aéroport. Bon, je pense qu'on peut le dire maintenant, qui profite d'un entretien avec le directeur de l'aéroport pour lui poser des questions et obtenir des réponses. Le directeur de l'aéroport refuse de répondre à certaines questions, comme par exemple celle qui était: est-il vrai que dans les heures qui ont suivi, vous avez reçu le colonel qui commande l'armée de l'air de la base de Manissès? Le directeur lui répond oui. Est-il vrai qu'il vous a demandé de dire que vous n'aviez pas vu d'OVNI? Et là, le directeur de l'aéroport qui lui dit: je ne répondrai pas à ces questions. Alors, avez-vous vu un OVNI? Non, j'en ai vu plusieurs. Bon, bref, il a fait un bon boulot, puisqu'il était à côté aussi, ça aide pas mal. Il a fait un bon boulot très vite. Il est allé se déplacer aussi au ministère de l'armée de l'air à Madrid, dont j'attends toujours la photo. Ouais. Il a fait un sacré boulot, et puis il profitait de ces entretiens, d'ailleurs du même entretien par rapport à ce que je disais tout à l'heure, avec le directeur de l'aéroport. Il a profité de l'entretien, et dans le moment où il est sorti, le directeur. Alors là, il s'est intéressé un petit peu à ce qu'il y avait sur le bureau, Popov. Ouais, oh purée. Dossier top secret sur l'observation de Manissès du 11. Il n'a pas osé. Il n'a pas osé. Il a bien fait, parce qu'au bout de 30 secondes, 1 minute, le directeur était de retour. Et puis, au fur et à mesure de la conversation, quelques minutes plus tard, téléphone sonne. Ah, c'est la femme du directeur, elle a besoin de lui. Il y va, excusez-moi, je reviens de suite, voilà. Là, il fait son petit calcul. Il a été accueilli chez eux. Il y a eu 2 minutes à pied pour venir ici. 2 plus 2, 4. Disons une bonne minute sur place, ça fait 5. Il sort son appareil photo, il ouvre le dossier, il photographie tout le dossier. Enfin, 36 photos. C'est pas tout le dossier exactement, de l'époque. Alors, c'est pas celui que j'ai a été étoffé depuis, mais c'est le premier dossier. Donc, il se met dans l'illégalité la plus totale. Pareil, il transpirait beaucoup, il tremblait beaucoup, il y avait des photos floues, mais bon. Et voilà. C'était pour la petite histoire. Alors, il y a eu une contre-enquête depuis. Plusieurs. Je ne parlerai que de celle menée par la Fondation Anomalie, qui n'existe plus. Elle a fonctionné de 1999 environ, j'arrive pas à me rappeler la 2012. C'était une association un petit peu comme nous, mais basée à Santander, en Espagne. Et elle a travaillé avec des noms assez connus comme Ballester Olmos, je ne sais pas si vous le connaissez. Non, bon, bref. Et ils ont travaillé sur ce dossier. Ils sont arrivés à une conclusion qui vaut ce qu'elle vaut. Pour eux, la réponse, c'est celle-là. Les lumières observées auraient été celles des torchères de la raffinerie d'Escombreras. Alors, la raffinerie d'Escombreras, elle est à 200 km au sud de Manissès, dans la région de Carthagène. Donc, si vous vous rappelez, il y a des moments où le pilote, il est cap au nord, au nord-est, au nord-ouest, et il voit les lumières quelque part devant lui. Ça me semble compliqué que ce soit la raffinerie qui est au sud, mais bon.
Ça n'explique pas les interférences, comme tu dis non plus, hein, et les voix. Mais aujourd'hui, toujours, le bouquin que j'ai pas pu procurer de Péris, effectivement, va dans ce sens, c'était la raffinerie d'Escombreras. Mais effectivement, c'est loin de tout expliquer, c'est pas possible, il y a des trucs qui vont pas. Il y a d'autres choses qui vont pas aussi, c'est les observations depuis le sol, parce que quand vous êtes au sol, ben, la raffinerie à des 100 km, normalement vous ne la voyez pas. Ou alors vous allez dire que c'est une immense inversion de température. Ben alors là, c'est plus une inversion, c'est un cataclysme. Les éco-radars qui ont illuminé l'EFE, qu'est-ce qu'on en fait? Les mouvements rapides, l'accélération, tout ça. Et puis, pour finir, je laisserai la parole au capitaine Camara, qui était à ce moment-là un colonel de réserve, vous verrez, j'avais oublié. Hubo libros como el periodista de la Guerra del Norte, que le llamó Incidente en Manises, pero hubo otros, como el Expediente en Manises, de Juan Antonio Fernández Peris, que mucho tiempo después dieron una hipótesis. Y es que es habitual que en los casos más extraños se hagan hipótesis para explicarlos todavía más extrañas. Yo no sé si comentarlo, Fernando, pero algunos dijeron que lo que se podía haber visto eran las chimeneas de una fábrica en Cartagena y que la alarma, el aterrizaje de emergencia y tu persecución como piloto de caza de F-1 era a unas chimeneas. Yo no sé si quieres comentar algo. Pues me entiendes que las chimeneas a las que se refiere ese señor son las de Escombreras, es una refinería que imagino que todos los días, no desaparece y ya aparece. Pues está, y que todos los que somos profesionales del Ejército del Aire hemos visto siempre, porque están al lado de donde está la Academia General del Aire de San Javier, y que no tienen absolutamente nada. J'ai un peu coupé l'affaire, nada que ver. Ça n'a absolument rien à voir avec les catégories, ça le fait rire. Pour lui, c'est un immense tissu de bêtises. Non, je ne voulais pas le dire. Donc ça, c'était le 1er octobre 2015 sur une émission à Valence, à une radio-télé de Valence. Donc, moi j'en suis plus ou moins là. Lui, pour lui, c'était une technologie qui était inconnue à l'époque, et très certainement aujourd'hui aussi. Pour lui, c'est pas du tout lié à la raffinerie, les cheminées de la raffinerie. Il a bel et bien poursuivi des phénomènes lumineux, peut-être des objets. Mais on n'en saura pas plus pour l'instant. Voilà.